Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Lucie, comment il est la Réunion ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Delphine Yachechan. Elle est professeure documentaliste, passionnée par la transmission des savoirs populaires et elle a écrit un super livre, Imprimé marron. Ce livre ne raconte pas une grande histoire officielle, mais il rassemble des fragments souvent oubliés de la Réunion, des journaux, des tracts de manifs, des revues faites maison. Et oui, ce sont des objets imprimés avec 3 fois rien, mais portés par une vraie urgence de dire, de faire circuler des idées et de s'emparer de l'espace public autrement. Dans cet épisode, on parle de toutes ces formes d'expression un peu hors cadre, mais aussi du lien à la Réunion quand on fait partie de la diaspora. Et aussi de cette quête de légitimité dans les mots comme dans l'identité. C'est un échange super riche, on vous laisse découvrir ça. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bienvenue Delphine dans le Bas de Carré. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler d'Imprimé marron, ce livre qui explore les pratiques d'impression populaire, artisanale et militante à La Réunion. Avant qu'on entre dans la discussion, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Alors bonjour, merci de m'inviter. Donc je suis Delphine Yachechan, je suis professeure documentaliste dans un lycée de Seine-Saint-Denis et je suis aussi donc membre d'une association, les Amis de l'Imprimé populaire, et c'est à ce titre que j'ai publié Imprimé marron, dont on parle aujourd'hui. Ouais. Ça résume à peu près ce que je peux dire en termes de présentation. Super. Moi, j'avais envie qu'on reprenne un petit peu les origines et le début de ton parcours. Ton père, il est arrivé en France via les PTT et tu es né en région parisienne dans un milieu plutôt rural, tu me disais. Et en fait, j'aurais voulu savoir un peu quelle place occupait la Réunion dans ton enfance. Est-ce que on t'en parlait à la maison ? Alors, l'avantage des PTT, c'est les congés bonifiés. Donc la place que la Réunion avait dans ma vie, c'était déjà un voyage de 2 mois tous les 3 ans. Donc c'était vraiment un rendez-vous régulier. Il y avait quand même de la famille qui était déjà présente dans l'Hexagone aussi. Donc il y avait vraiment quand même une part de la Réunion qui était là. Et à chaque fois qu'on voyait, tonton Marcel, pour pas le citer, par exemple, tout de suite c'était de la cuisine réunionnaise. On n'attendait pas juste les réunions de famille d'ailleurs pour en faire. Il y a toujours eu ce truc-là. Moi, mon père, il a des origines chinoises. Et du coup, il y avait aussi l'idée de reconstituer ce que son père lui faisait quand il était petit. Donc, on a une recette de riz cantonais qui est peut-être pas vraiment cantonaise, on sait pas, mais bon, on essaye toujours de la faire ressembler à celle du grand-père. Et donc, voilà, j'ai toujours entendu parler créole. Je pense que j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était une autre langue. Donc, ouais, ça a toujours été là, quoi. Ok, donc c'était principalement la cuisine et la langue. Alors, ton lien avec la Réunion avant d'aller en vacances, par exemple. La musique aussi, bien sûr. Il y avait vraiment aussi cette présence-là, ouais. Et lors donc des congés bonifiés, quand tu as découvert la Réunion, est-ce que tu peux nous parler un peu d'un des premiers voyages, ce que tu as ressenti ? Alors, mon premier voyage, je l'ai fait, j'avais quelques mois. Donc, je ne peux pas vraiment raconter, parce que je m'en souviens pas, mais ça fait partie des choses. On me raconte beaucoup d'histoires sur ce premier voyage avec le bébé, voilà. Moi, mon premier souvenir, c'est difficile, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a toujours été là. Il n'y a pas un moment où j'arrive dans une maison et on me dit « Tiens, ça c'est ta famille », et où je découvre des choses que je connais pas, qui me paraissent incongrues ou rapportées dans ma vie, en fait. Ça a toujours été là comme une évidence, voilà. Ok. Et est-ce que tu dirais que, vu que tu as grandi en Hexagone, ton rapport à l'île, il a changé ou évolué ? Oui, forcément, des choses ont changé, évolué.
parce que quand on commence à comprendre un petit peu les enjeux identitaires, la question des origines, qui se pose pas tant quand on est enfant, on accepte un peu tout comme ça. Au fur et à mesure, adulte, il y a des étiquettes, on nous met dans des cases, et là, j'ai commencé à me poser plus de questions. Dans quelle case je rentrais ? Donc, est-ce que je rentre dans la case réunionnaise, quoi, sans faire de jeu de mots. Et donc là, j'ai commencé à lire plein de documents, en fait. J'ai commencé à avoir une approche de la culture réunionnaise un petit peu différenciée, qui était plus forcément liée à ma famille. Donc j'ai lu des bouquins sur la littérature réunionnaise, sur l'histoire de l'île, sur le Maloya, sur plein de choses. Du coup, j'ai une autre approche de l'île par rapport justement à cette vision qui était purement familiale, qui était aussi des moments de vacances, juste la plage. Et puis quand j'ai fait ce séjour de 6 mois à La Réunion pour écrire Un Primé Marron, j'ai fait aussi une expérience de vie. J'étais en stage. Et donc il y a des choses qui ont bougé. C'est plus difficile de savoir lesquelles, parce que là, je fréquentais justement un autre cadre que celui de ma famille. C'était un cadre de stage, donc voilà, j'avais des collègues, voilà, c'est ça. Et les choses ont un peu bougé, en fait. Parce que justement, tous ces bouquins-là, certains, ils avaient lu ces bouquins-là. Enfin, vous voyez, il y avait un truc en commun, quoi, en fait. Qu'il n'y a pas forcément dans la famille, ou c'était pas forcément ça qui était l'élément qui faisait culture, en fait. Ok, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que maintenant j'aimerais bien qu'on bascule dans la partie donc de ce stage. Donc comme tu disais, tu es professeur documentaliste dans l'éducation nationale, et après donc 10 ans en région parisienne, tu décides de faire une pause, tu pars à La Réunion avec ce projet précis, faire un stage à la bibliothèque départementale de La Réunion. Dans un premier temps, c'était pour écrire un article destiné à l'association Les Amis de l'Imprimé Populaire. Mais en fait, sur place, ta découverte, elle va dépasser largement ce que tu imaginais, et l'article devient un livre. Alors, raconte-nous ce moment où tu arrives à la bibliothèque départementale, ta rencontre avec Pierre-Henri Ao, le directeur, et qu'est-ce que tu découvres ? La bibliothèque départementale, c'est quand même un lieu super, vraiment incroyable. Donc déjà, arriver là-bas, pour moi qui suis habituée effectivement à la grisaille de la Seine-Saint-Denis, là, le petit patio, ce sol en damier avec cette mezzanine, les meubles en bois précieux, alors pour éloigner les parasites du papier, mais ça reste très très beau. Et puis des livres anciens, enfin le charme de l'archive. Le charme de l'archive dans un petit écrin de verdure et de lumière. Enfin, voilà, c'est un paradis. Et puis, l'accueil là-bas a été super. Enfin, j'ai des souvenirs incroyables. Vraiment, je vais essayer de pas citer de nom parce que je vais en oublier plein et que ce serait forcément injuste, mais toute l'équipe de la BDR m'a fait un super accueil, et c'était vraiment très agréable de faire ces 6 mois avec eux. Et donc, j'étais au service médiation pour faire les accueils de scolaires principalement, en fait, avec Madame Tivernet et son équipe. Et puis au début, Monsieur Ao est pas là, il est en voyage, je sais plus, donc il arrive quelques jours après pour m'accueillir, et je le rencontre un petit peu après avoir commencé mon stage. Et effectivement, dans tous mes questionnements identitaires, dans tout ce truc, une des premières choses qu'a pu me dire Monsieur Ao, c'est bon retour chez vous, quoi. C'est vraiment... Enfin, lui, il a résolu mon problème. Voilà, d'un geste de la main, il fait voilà, vous avez votre place ici, vous êtes légitime, bienvenue. Et puis, c'est passionnant de l'entendre parler. Il a vraiment une vision pour cette bibliothèque, et voilà, j'espère un jour avoir l'occasion de le recroiser et de le réentendre. Ça fait plaisir. C'est vrai que je me rappelle aussi, j'ai fait quelques événements à la BDR quand il y a des sorties de livres ou des vernissages d'expositions, et c'est vrai que ce lieu, il est vraiment magique, là, ce petit patio, et puis même... quand tu te balades dans la partie où il y a les livres, tu trouves toujours quelque chose que tu soupçonnais pas. Enfin, moi, il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est le livre de Sam Long, qui parle de psychologie et spiritualité. J'ai pris un livre, celui-là qui venait, je me suis dit, mais comment on fait ce genre de rapprochement ? Enfin, trop intéressant de tomber sur des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, c'est plein de livres comme ça, plein de surprises de ce genre. Et Un Primé Marron, c'est beaucoup justement de notes de lecture. J'ai pas mené l'enquête sur tous les sujets, j'ai cherché des documents qui parlaient des fois des sujets que je voulais aborder.
Donc, par exemple, sur les journaux lycéens, il y a un ouvrage qui vraiment s'attarde sur les journaux lycéens dans les années 60-70 à La Réunion. Voilà. Et donc, sujet de niche absolu. Moi, j'ai résumé ce qui me paraissait intéressant et j'en ai pris la moelle. Je cite la référence du bouquin. Mais en fait, je sais pas si, à part à la BDR, on peut retrouver ce livre quelque part. Ça me paraît assez improbable. Et du coup, c'est un lieu ressource inépuisable. Bon, pour revenir à ton livre, donc, qui s'appelle Imprimé marron, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme, imprimé marron? Alors, c'est vraiment l'équivalent réunionnais de l'imprimé populaire, c'est-à-dire vraiment un imprimé de la marge, une expression populaire par l'imprimé. Il y a des tas de façons de prendre la parole populaire dans le sens du peuple, mais quand on va utiliser l'imprimé, ça a un sens particulier puisque on est dans une société où l'imprimé a de la valeur et c'est un peu l'expression de l'élite, pour être un peu caricatural. Et donc, quand nous, on imprime, quand nous, qui sommes personnes, ou en tout cas pas forcément des personnes légitimes, on va imprimer, c'est pour essayer de donner un peu plus de valeur à notre parole, en fait. Et donc, Imprimé marron, c'est ça, c'est des gens qui vont prendre des petits chemins détournés, comme ça. Alors, soit imprimer depuis là où ils sont. Donc, par exemple, ces journaux lycéens, ils vont même réussir à diffuser leur journal en dehors du lycée. Ça va devenir un journal de la jeunesse, par la jeunesse, à l'échelle de l'île. C'est quand même assez fou. Il va y avoir ceux qui vont aussi contourner les obstacles techniques. Donc, on leur a volé leur presse saisi leur presse parce que c'était un journal clandestin. C'est pas grave, ils vont construire à partir d'une presse à canne à sucre un système pour continuer à imprimer le journal. Enfin, c'est assez fou. Et puis après, il y a cette prise de parole par des gens aussi inattendus. Enfin, il y a plein de chemins détournés comme ça qui sont, pour moi, Imprimé marron, c'est ça. Je contourne la difficulté et d'une façon ou d'une autre, je m'exprime en contournant les obstacles qui peuvent se présenter. Ok. Et à quel moment tu t'es dit que ce que tu avais entre les mains, c'était pas juste un article, mais c'était un livre qui allait en découler? Alors, assez vite. Je crois que la première piste que j'ai eue, c'était vraiment sur l'arrivée de l'imprimé à La Réunion. Ensuite, c'était les premiers journaux clandestins, là, dont le Salasien, le Furet. Là, déjà, c'était des gros sujets. Je me disais, waouh, si je fais des articles là-dessus, déjà, ils vont prendre un peu de place. Ça va être, c'est un sujet assez riche. Et puis après, je sais plus c'était quoi le troisième, mais là, j'ai commencé à me dire, non, là, c'est plus possible, en fait. Je peux pas faire 3 articles sur La Réunion dans un numéro qui, a priori, serait pas consacré à La Réunion, quoi. Donc, ça a plus de sens de faire un hors-série ou un ouvrage à part. Voilà, là, comme d'habitude, sur le fanzine, on est plusieurs à participer. Là, ça avait plus de sens que ce soit un livre. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on feuillette un petit peu dans l'interview, qu'on feuillette le livre un peu pas à pas. Bon, on pourra pas tout aborder parce que le livre est très riche. Mais en tout cas, tu ouvres ton livre avec 2 journaux clandestins, le Cri public et le Cri d'alarme. Dans le dernier cas, on est en 1868 et les autorités accusent le journal d'avoir attisé une révolte à Saint-Denis et ceux qui l'imprimaient ont été condamnés. Pourquoi tu as commencé par ces 2 journaux ? Alors, au début, je voulais faire un ordre vraiment chronologique. Donc, mon premier projet, c'était de commencer vraiment par l'arrivée de l'imprimé sur l'île. Okay. Et finalement, je me suis rendu compte que on m'a fait remarquer surtout que c'était plat. En fait, ça montrait pas grand-chose cette chronologie. C'était un peu une énumération de faits. Et donc là, l'idée, c'était plutôt de présenter les choses sous 3 parties différentes. Et donc la première partie, c'est imprimé pour l'île. Ok. Donc c'est là des exemples, et donc là c'est le plus ancien dans ces exemples de personnes qui ont imprimé vraiment pour la population à l'échelle de l'île, avec un souci vraiment d'imprimer en local, pour soi-même. D'accord. La deuxième partie, c'est exprimer des expressions singulières, donc là on va trouver plus des personnes qui vont essayer d'avoir une parole différente. Là, ils vont pas se poser la question de à qui ils diffusent. Là, c'est le besoin de s'exprimer qui est primordial, d'exprimer quelque chose. Et la dernière partie, c'est surtout sur ceux qui vont avoir besoin d'astuces techniques pour pouvoir imprimer. Là, la question, elle est davantage sur les techniques d'impression, donc que ce soit
la fabrication du papier, la lithographie, ce genre de choses en fait. Mmh. Du coup, si on reste sur la première partie et l'imprimé pour Lille, qu'est-ce qu'on en apprend sur la société réunionnaise à travers, par exemple, les 2 journaux clandestins par lesquels on commence, mais d'autres exemples que tu as cités? Sur ces journaux clandestins, moi déjà, j'étais vraiment très étonnée. Je pensais pas du tout trouver ça. Il y a rien dans ce que je connaissais de l'histoire de Lille qui m'avait parlé de ces journaux clandestins. Enfin, quand on dit journaux clandestins, en général, on pense à la Seconde Guerre mondiale, à l'occupation en France. Là, c'est pas le cas. C'est un autre contexte, un contexte colonial. Donc, j'ai dû comprendre qu'est-ce que c'était que justement ce contexte colonial. Alors, sans doute pas entièrement, mais ça m'a donné un aperçu plus clair. Les enjeux étaient pas les mêmes sur l'île à ce moment-là que sur le reste du territoire français. Il y a également, dans cette partie-là, il y a aussi l'existence du Petit Albert, qui est un livre assez incroyable. Moi, j'en avais entendu parler ailleurs qu'à La Réunion. Déjà, c'est un livre entouré de superstitions. Et quand on me dit qu'à La Réunion, il circule entouré des mêmes superstitions, et pour le coup, je m'étais intéressée au parcours de ce livre. Donc, je sais pas comment il arrivait à La Réunion. Et puis, il arrivait il y a très longtemps. Normalement, c'est des types à pied qui portent des paquets, et parmi lesquels il y a des livres de colportage, donc des livres pas chers, voilà, et il y a ce livre qui contient des espèces de trucs magiques, des espèces de remèdes de grand-mère, en vrai, quand on regarde le bouquin, le contenu. Oui, c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on retrouve des choses qui touchent aux croyances locales, aux remèdes, aux prières, aux sortilèges. Comment ce livre qui circulait comme ça dans les campagnes françaises, est-ce qu'il y a un type qui a marché comme ça jusqu'à La Réunion avec tout son ballot ? Voilà, moi ça a forcément éveillé mon imaginaire parce que j'ai pas pu trouver de réponse. Je peux trouver des éléments pour dater, pour essayer de trouver les premières occurrences du Petit Albert à La Réunion, recoller avec les différentes éditions, mais bon, on n'a pas de réponse absolue. Mais forcément, c'est incroyable. Et puis ça crée des liens, ça change aussi ma représentation parce que là, je parle de ma représentation de ce livre et de ce qu'était La Réunion, et pour moi, ça se croisait pas en fait. Et en fait, ça se croisait. Ouais, si on revient un peu sur le Petit Albert, parce que moi je connaissais pas et je sais pas si nos auditeurs connaissent ce livre, mais dans ce que tu décris dans ton livre, tu dis que en France hexagonale, c'est plutôt un livre qui va parler de chevalerie, de choses plus spécifiques à la culture hexagonale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le Petit Albert ? Parce que tu dis aussi que c'est un livre qui est considéré comme dangereux, presque de l'avoir et de l'ouvrir, ça pourrait nous jeter un sort. C'est ça, c'est que en fait, tout ce qui parlait de chevalerie, c'est dans la Bibliothèque bleue. Donc la Bibliothèque bleue, c'est un type de livre qui va être édité en France bon marché. Donc c'est comme c'est avec du papier de mauvaise qualité, il est un peu bleuté sur la couverture, d'où son nom. Okay. Et donc, dans ces trucs-là, ils vont éditer des trucs qui vont se vendre facilement, où ils vont pas payer les auteurs. Donc, les vieux romans de chevalerie, les textes de Rabelais, des almanachs qui expliquent le cycle de la lune, des machins comme ça. Okay. Il y a des livres vraiment très différents. Et parmi tous ces livres, il y a Le Petit et le Grand Albert, qui sont des livres de magie, vraiment. Okay. Et donc, qui contiennent des remèdes. Donc là, j'ai mis un extrait, mais c'est genre, tu feras 3 fois le tour de la pleine lune en portant sur toi les ongles de l'agneau coupé au 3e cycle de je sais pas quoi. Enfin, des trucs assez difficiles à réaliser, que je sais pas si des gens testent vraiment. Les choses qui sont réalisables, c'est quasiment des remèdes de grand-mère, en fait. Alors, il y a quand même des choses un petit peu qui font peur. Donc, il y a un anneau pour devenir invisible, voilà. Comment fabriquer un anneau d'invisibilité ? Est-ce que tu as essayé ? Alors, celle-là, j'ai pas essayé. Je sais plus pourquoi. Il doit y avoir des choses un peu difficiles à trouver. Et donc, ça a circulé dans les campagnes. Et donc, on le retrouve beaucoup dans les petits musées de campagne parce que donc c'était un des points forts de cette littérature, c'était d'être vendu par les colporteurs qui donc marchaient avec les marchandises, dont ces livres bon marché. Et donc, les gens achetaient de ces livres parce que les livres, c'est un objet de savoir et de pouvoir. Ils ne savaient pas lire, mais ils achetaient des livres et ces livres étaient lus dans des veillées collectives. Donc, des gens qui ne savaient pas lire possédaient des livres grâce à ce réseau de littérature bon marché. Et c'est associé, effectivement, vu qu'il y a des formules magiques, au pouvoir du diable.
Donc apparemment, Saint-Ange, dans l'affaire de Citaran, il avait son petit Albert. Et effectivement, à la BDR, il y a quelqu'un avec qui on parlait de livres précieux. Et elle me disait, mon fils a honte, mais moi j'ai le petit Albert et mon fils, il pense que c'est vraiment mal, que c'est le livre du diable, etc. Ok. Et est-ce qu'il y avait une version réunionnaise ou est-ce que ça venait de France du coup ? Oui, non, ça n'a jamais été, je pense en tout cas, imprimé à La Réunion. Et il n'y a pas de version qui s'est adaptée au local. C'est le fait que quand on retrouve justement des occurrences du petit Albert, on le retrouve par exemple dans des choses comme l'affaire de Citaran en fait. Donc comment ça va s'incruster dans la magie, dans les superstitions réunionnaises en fait. D'accord, ok. Effectivement, finalement, comment elles se placent, ces superstitions réunionnaises aussi, dans un prolongement des superstitions des peuples qui ont peuplé la Réunion, donc que ce soit les campagnes françaises, mais aussi des autres pays, en fait. Voilà. Ouais, c'est ce que je me disais. En fait, ce livre, il raconte un peu une forme de spiritualité un peu bricolée avec des héritages de, je sais pas, malbar, malgache, catholique, enfin un peu tout réuni, quoi. À l'intérieur, il n'y a rien justement qui viendra de malgache, malbar, etc. Mais il va y avoir un dialogue en fait. Enfin, je pense que par exemple, là, c'est pas un sujet que j'ai assez fouillé sur les pratiques justement magiques à la Réunion actuelle, mais le fait de couper la tête, de sacrifier la poule au carrefour, c'est quelque chose qui moi, dans ma tête, était plutôt de la magie. Moi, j'aurais dit malbar dans ma représentation. Hein, je suis désolée si je me gourre. Mais en fait, ça existe aussi dans les campagnes françaises. Donc, il y a un dialogue qui s'est fait. Alors, je dis pas que tout vient de la campagne française et que l'Hexagone, tout ça, machin. Mais il y a des endroits où les choses se sont rencontrées, se sont mariées. Il y a eu des appropriations, des dialogues, tout un travail de réappropriation et de dialogue culturel. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on ne sait pas par où c'est passé, on ne sait pas comment c'est arrivé, et c'est devenu un objet commun, et on ne sait pas... Enfin voilà, il est arrivé par la cale d'un bateau, mais... On ne sait pas lequel. c'est ça. Et il a trouvé une résonance, voilà, dans l'esprit des habitants de l'île. Ok, super. Donc dans ces deux exemples dont on parle, si j'ai bien compris, ils étaient imprimés donc hors de l'île. Alors, si on revient un peu à La Réunion, dans ton livre, tu retraces aussi comment l'identité réunionnaise, elle s'est peu à peu imprimée dans les textes. Donc, tu poses une question qui est super intéressante en parlant de Le Comte de Lille, qui est probablement l'écrivain le plus connu à La Réunion et peu en France hexagonale. En fait, la question que tu poses, c'est est-ce qu'un auteur né à La Réunion est forcément un écrivain réunionnais ? Et tu donnes l'exemple de Victor Hugo, qui est né à Besançon et reconnu comme écrivain français. Alors, pourquoi ça coince plus pour les auteurs réunionnais, selon toi ? Alors, déjà, pour la petite blague, Besançon, effectivement, il y est né, il n'y a quasiment pas vécu, hein, Victor Hugo, mais c'était quand même assez drôle de le présenter comme un auteur franc-comtois. C'est compliqué, mais en fait, pour commencer à définir un écrivain ou une littérature comme étant ceci ou cela, il faut un contexte, en fait. Donc, une littérature... tout court, ça existe peut-être, mais ce qui va être intéressant dans la littérature française, c'est qu'elle se pose dans un contexte. Il faut que la France existe, il faut qu'on sache que c'est la France, etc. Et pour la littérature réunionnaise, c'est pareil, c'est-à-dire que il faut qu'elle prenne conscience d'elle-même et qu'elle existe dans un contexte de société. Et donc, c'est pour ça que quand elle va commencer à se constituer, notamment au travers des revues littéraires, ça va être dans des revues qui vont aussi interroger l'histoire de l'île et la langue créole même, en fait. On y reviendra un peu plus tard, je pense. Et donc, c'est une question qui est très bonne, la question que tu poses. Ah, c'est pas si simple que ça d'y répondre. Je pense vraiment que c'est cette histoire de prendre conscience de soi, parce que finalement, les premiers textes par des auteurs qui venaient de l'île, qui à l'époque n'étaient pas l'île de la Réunion, c'est quand même le XVIIIe siècle. Donc c'est beaucoup plus tôt. Et les premiers textes en créole, ça va être dans le courant du XIXe, même plutôt début du XIXe. Donc là, au XVIIIe, on parle de donc le Comte de Lille, Antoine de Bertin, Évariste de Parny. Oui, certains vont écrire sur l'île, mais pas tant. Et eux-mêmes s'identifient plutôt à une identité française.
D'accord. C'est en fait donc dans Imprimé Marron, il va y avoir une petite présentation sur justement la création de ce champ littéraire réunionnais. Et puis pour en parler, donc j'ai fait un entretien avec Jean-Herrian Samson qui écrit une thèse sur justement les revues réunionnaises, littéraires réunionnaises. D'accord. Donc ensuite, il y a Louis Herry, qui est l'un des premiers à écrire en créole, avec Fables créoles. Donc c'est considéré comme un acte de naissance de la littérature créolophone. Comment en fait ça se passe, le glissement en fait de la langue française au créole dans l'écriture? Il n'y a pas un mécanisme bien rodé à ma connaissance. Ces fables créoles, c'est quasiment des adaptations des fables de La Fontaine. Dans mon souvenir, ça fait longtemps que je les ai pas lues. Oui, l'anthologie de littérature réunionnaise est vraiment super. La littérature réunionnaise d'expression créole chez l'Harmattan. Voilà, je l'ai noté dans le bouquin. C'est hyper intéressant justement sur cette histoire littéraire. Ok. Pour parler un peu plus du créole, donc la langue, elle a été reconnue officiellement en 1994. Ça illustre vraiment les rapports un peu complexes et souvent inégaux entre le français et le créole. Mais comme tu nous parlais un peu avant des revues littéraires, donc il y a dans les années 70 une effervescence culturelle. Donc on voit naître des collectifs, des maisons d'édition, des auteurs qui publient et débattent sur la question de comment écrire le créole et s'il fallait même l'écrire. Dans ce que tu as documenté, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ces débats ils se sont posés à l'époque dans les imprimés en fait? Ils ont pu se poser déjà parce que c'était des revues à petit tirage. Parce que finalement, c'était pas si évident que ça à cette époque d'arriver avec la question d'une identité réunionnaise. On est quand même à une époque où je pense que le maloya il était toujours interdit, donc arriver et écrire en créole et dire que voilà on a cette identité là, je pense que ça serait pas passé. De toute façon pour certains ils pouvaient pas être à la Réunion parce que je pense à Clélie et Boris Gamaleya, je crois qu'à ce moment-là ils étaient donc En exil. exilés tout à fait à cause de l'ordonnance de Bré, donc ils étaient interdits à la Réunion et donc ces revues on commençait justement à interroger qu'est-ce que ça voulait dire que de faire un champ littéraire réunionnais. Enfin, ils l'ont pas posé en ces termes, cette question. Mais ils ont écrit des textes en créole, mais les textes qui existent en français peuvent rentrer dans ce champ aussi. Ils sont effectivement posé la question de comment on l'écrit, de quel texte on écrit. Et c'est pour ça qu'une des premières revues, c'est des contes. C'est des contes traditionnels parce que finalement, c'est dire que cette littérature, elle préexistait à l'écriture. Et ils vont utiliser pour ça des moyens, encore une fois, là, ils vont devoir bidouiller. Ils vont réussir à faire exister ça parce que y a Alain Séraphine qui a appris à faire de la sérigraphie. Donc, c'est-à-dire de faire du pochoir sur un tissu, ce qui permet de faire mieux qu'un pochoir. C'est un pochoir amélioré. Et ça permet de faire de la couleur, ce qui est super sympa. Et l'intérieur, ça va être principalement avec donc la Ronéo, un duplicateur à alcool, donc une machine qui aujourd'hui s'utilise plus et où voilà, il faut tourner avec un carbone. Tu peux nous expliquer un peu plus le processus de la Ronéo, genre les étapes? La Ronéo, il faut. Moi, je l'ai vraiment connue que quand j'étais toute petite. Mais ça a beaucoup marqué tous les enfants de ma génération parce que ça sent très fort l'alcool. Donc en général, quand la maîtresse nous donnait nos feuilles d'exercice à la Ronéo, on les sniffait et puis c'était une écriture violette. Voilà, c'était. On se battait des fois pour aller faire les copies à la manivelle parce que comme ça, on pouvait sentir l'odeur plus fort. Je pense qu'on était tous défoncés à cette machine, mais bon. Et en fait, donc pour faire une copie, il faut avoir un carbone. Donc là, leur texte, je crois que j'ai pas vu de choses écrites à la main. Donc ils tapaient à la machine en mettant leur carbone dans le rouleau de la machine à écrire. Et après, on met la feuille qui a été imbibée de l'encre qui vient du carbone dans la machine à dupliquer, qui contient de l'alcool, qui va dissoudre ensuite l'encre qui est rentrée sur le papier pour l'envoyer vers d'autres feuilles. Ok. Donc on utilise le fait que l'alcool va dissoudre un petit peu cette encre pour la répartir sur plein de feuilles. Alors quand on fait cette technique, en général, si on fait une centaine, c'est bien. Il faut avoir du matériel de bonne qualité où il faut reprendre 2 fois, il faut faire 2 fois ton carbone en fait. Voilà.
Ok. Et une fois imprimées, alors qu'est-ce qu'on en faisait? Où est-ce qu'on vendait? Comment ça circulait? Et elles étaient visibles où, ces revues? Alors, dans les témoignages que Jean-Herrian Samson a réunis, il y a des contradictions. Globalement, c'est une bande de copains qui à la fois faisaient un truc engagé, de façon très bordélique. Certains avaient une vision, d'autres en avaient une autre et d'autres en avaient pas. Ils ont fait dans l'instant. Je schématise, mais ouais, c'est un peu l'impression que j'ai à partir de ce que j'ai pu lire. Donc, la diffusion, par exemple, le dépôt légal a visiblement eu lieu pour une partie de ces publications. Le dépôt légal, c'est le fait que dès qu'on imprime quelque chose, la loi nous oblige à envoyer une copie à la Bibliothèque nationale de France. Okay. Et donc, normalement, tout ce qui est imprimé existe à la Bibliothèque nationale. Alors, évidemment, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens qui ne font pas ce dépôt légal et donc qui sont des publications un peu clandestines. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on va plus en prison pour avoir omis de faire le dépôt légal. Ou écrire en créole. Oui, aussi. Mais ce dépôt légal, c'est aussi souvent quand on le fait, c'est parce qu'on veut laisser une trace quand même. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je peux consulter des publications anciennes, c'est bien parce que ces gens ont fait le dépôt légal. D'accord. Donc c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que va devenir mon imprimé. Et donc, pour certains, ça n'a pas été fait. Et en fait, ils existent, ils ont été faits. Donc il y a des gens dans la bande qui se sont dit, il faut quand même les déposer, quoi. Et est-ce que tu penses que le fait que, on en a rigolé plus tôt, mais le fait de pas faire un dépôt légal, c'est aussi de se dire, on se protège, comme par exemple dans les premiers journaux clandestins dont on parlait, où l'équipe se fait arrêter et condamner. C'est aussi une façon de rester un peu caché. Déjà, rien ne prouve que le dépôt légal a été fait au moment où ils ont publié. C'est-à-dire que si ça se trouve, le dépôt légal, il a été fait à un moment où justement, ils savaient qu'ils étaient plus en danger. Et puis, aujourd'hui, on peut faire le dépôt légal à la BDR, quand on publie à La Réunion. Mais sinon, je pense qu'à l'époque, c'était pas forcément le cas. Et donc, il fallait tout envoyer directement à la Bibliothèque nationale de France. Donc, les lieux de censure étaient pas forcément exactement au même endroit, en fait. Après, ça passait beaucoup de main en main. Ils ont essayé de se faire distribuer leurs revues et leurs livres dans des librairies, notamment sur l'île, puisque leur but était quand même d'être lus à La Réunion. Mais a priori, ça a surtout été de main en main parce que les librairies les ont refusés. Voilà. Mais ils ont trouvé un public. Ils sont très flous sur le comment ils se distribuaient au final. Mais ils ont trouvé un public puisque y a un élément qui est évident, c'est que de numéro en numéro, ils trouvent de nouvelles personnes. Ils ont des retours. Donc, ils ont une existence. Il y a des gens qui les ont vus suffisamment pour dire, toi, ce que tu as fait, ça existe. Voilà. C'est la magie de l'imprimé. Des fois, on ne sait pas par où ça part, par où ça arrive. Un peu comme le petit Albert. Et ces revues-là ont permis de constituer quand même quelque chose aussi, incontestablement. Il me semble aussi que dans ces revues, il y a des textes qui viennent de la Caraïbe également. Alors, pas tant, je crois. C'est plus le projet de Docréiès qui est vraiment sur le créole en général, sur les cultures créoles, alors que Fancock et Barzour, c'est plutôt sur La Réunion. Ok. Mais j'ai plus tout en tête. Ça se trouve, il y avait des choses dessus, mais parce que je crois qu'il y avait quelque chose sur Cuba, mais c'était plutôt un texte qui présentait des choses sur Cuba, mais toujours par un auteur réunionnais. Ah d'accord. C'est peut-être là où j'ai lu ça. Ou c'est moi qui oublie aussi. Je l'ai écrit il y a 2 ans maintenant, ce texte. Est-ce qu'il y a un autre exemple dont tu aimerais nous parler dans le livre? Parce que comme j'ai dit, il y a tellement d'exemples que tu as documentés. Des fois, c'est des choses qui sont plus importantes en contenu. Des fois, c'est une page. Donc, c'est vraiment difficile à savoir sur quoi on a envie de mettre l'accent parce que tout est vraiment super intéressant. Donc, est-ce qu'il y a quelques exemples dont tu aimerais nous parler plus en particulier? C'est vraiment une question vicieuse. Non, je ne peux pas faire de choix, mais je vais en faire un. Il va falloir que j'en fasse un. Effectivement, il y a des fois des articles qui sont très courts parce qu'en fait, c'est plutôt la puissance, comment ça appuie sur notre imagination, la puissance évocatrice plutôt que les informations que j'ai réellement réussi à obtenir. Et donc, dans ce goût-là, le meilleur exemple, c'est sans doute l'imprimerie des Trois Salazes. Ah, je suis contente que tu m'en parles parce que c'est assez obscur cette histoire des Trois Salazes.
Mais ça l'est complètement. C'est-à-dire que donc un des premiers auteurs de l'île, c'est donc le Chevalier de Parny, qui donc a priori est un poète français. Et donc lui, il va publier ses bouquins à Paris, à l'imprimerie Didot. Mais dans son bouquin, il écrit que c'est imprimé à l'imprimerie des Trois Salazes. Alors lui, il sait très bien à quoi ça fait référence, mais voilà, enfin pour le commun des mortels qui lit son bouquin ailleurs, enfin juste ça donne un espèce de goût d'exotisme, mais voilà, enfin et donc on sait qu'il peut pas y avoir une imprimerie à cet endroit-là. Nous on le sait, sans doute que le lecteur parisien ne le sait pas. Et ensuite, il va y avoir ce journal clandestin qui s'appelle Le Salazien, qui est quand même un de mes exemples préférés aussi. Donc, je suis contente de le citer au moins à cette occasion. Pareil, donc il est clandestin, donc il va mentir sur son lieu d'imprimerie. Et donc, il dit qu'il est imprimé à l'imprimerie des Trois Salazes. Donc, visiblement, il fait référence à l'imprimerie imaginaire du Chevalier de Parny. Et puis, il y a encore, je crois, le journal, je crois que c'est le Cri d'alarme, qui prétend aussi être imprimé à Salazie, alors qu'on sait qu'il ne l'était pas, en fait. C'était une private joke ou enfin Alors, ça ressemble à une private joke, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens du Salazien, dont Nicole Robinet de la Serve, ils ont fait partie des gens qui ont colonisé Salazie. Okay. Et en fait, à une époque, il y avait une Salazie mania. Il y avait des petites filles qu'on appelait Salazie. Voilà, parce que y avait le cirque de Salazie et donc on appelait sa fille Salazie. Et donc c'était un lieu, visiblement, c'était le Far West. Et donc c'était comme si on disait, j'ai imprimé dans ce désert lointain qui vous fait rêver. Ah, un peu comme un oasis, quoi. Enfin... C'est ça. Et donc plutôt qu'une private joke, parce qu'il y a effectivement le fait de faire référence à déjà ce qui a été dit, à la référence du Chevalier de Parny. Mais il y a aussi le fait d'évoquer un imaginaire que nous, aujourd'hui, on a perdu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, si aujourd'hui je fais une blague à partir de la culture pop, voilà, enfin, je suis ton père, tout le monde voit bien. Mais si on imagine si ça a été perdu, les générations à venir, ils vont voir, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir être le père de tout le monde ? Est-ce que ça a un sens religieux ? Est-ce que c'est un truc de la famille ? Non, en fait, il y avait juste un film et ça avait pour nous une signification, ça voulait dire un truc. Et là, il y a un truc sur Salazie, sur les Trois Salazes, qu'on a perdu, mais c'était visiblement le lieu du Far West, le lieu des rêves, de l'espoir, le lieu encore sauvage aussi. Et donc, le fait d'y mettre une imprimerie, c'est une image qui est très forte pour l'époque et même aujourd'hui, parce qu'effectivement, voilà, une imprimerie imaginaire, de toute façon, dans un lieu improbable, voilà, moi, c'est... Il y a même un côté un peu poétique, en fait, finalement. C'est ça. Mais du coup, les gens qui ont imprimé donc ces trois références dont tu nous parles, ils habitaient à Salazie ? Non, le Salazien en fait va être. Alors je me souviens plus exactement de la chronologie. Il va commencer à aller habiter à Salazie, mais il a toujours une propriété dans l'est. D'accord. Ils habitaient pas tous à Salazie, clairement pas. Ok. Rien que le Chevalier de Parny, il est à Paris quand il imprime ses poèmes en fait. Je connais pas bien sa biographie, mais je crois qu'il est pas beaucoup retourné sur l'île en fait. D'accord. Bon, là, je fais un gros saut dans le livre pour parler un peu d'aujourd'hui et les pratiques qui continuent, en fait, ces pratiques un peu alternatives continuent. Et grâce à l'exemple donc de Végétalitech avec Gilbert et Nicole Gauvin, qui fabriquent du papier à partir de végétaux locaux. Donc, on parle de jacinthe, de fibres de coco, de lianes rouges et de vacois. C'est super intéressant. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles un peu de ces pratiques contemporaines. Alors oui, c'est important, je pense, de pas penser que tout est passé et que voilà, c'était mieux avant. Donc aujourd'hui, il y a toujours des pratiques qui sont intéressantes et qui méritent d'être mises en valeur. D'abord, on avait rencontré Luc Legendre qui avait un stand où il présentait ses gyotaku, donc c'est-à-dire des impressions de poissons. Donc c'est une tradition japonaise, c'était des trophées de pêche à l'époque. Donc au lieu de raconter qu'on avait pêché un poisson grand comme ça, on faisait l'empreinte et comme ça on pouvait le prouver et manger son poisson tranquille. Et donc c'est devenu une forme d'art qui a été reprise par Luc Legendre qui en fait est cuisinier. Donc pareil, dans le texte c'est incroyable. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette partie. C'est fou parce que j'ai déjà
discuté via mail avec lui, mais j'avais jamais compris en fait la nature de son travail en fait, et j'ai trouvé ça vraiment super chouette, le fait qu'il y a tout le travail, un peu de l'écosystème marin, la cuisine, les bons produits. Tu vas peut-être l'expliquer mieux de moi, mais le travail de papier, etc. Donc, je te laisse la parole. Effectivement, c'était une belle rencontre, donc on l'interroge. Nous, on connaissait un petit peu, mais il a une démarche qui est très originale. Et maintenant qu'il vit sur l'île, il essaye aussi de trouver du sens avec l'environnement dans lequel il est. Donc, il va faire des empreintes de poissons qu'il trouve à La Réunion, mais il va essayer aussi des objets et des végétaux. Il se tourne beaucoup vers les végétaux. Ses empreintes de vanille sont assez belles, moi je trouve, ou de géranium aussi. Et puis, il va se poser la question de son papier, parce qu'en fait, pour faire une empreinte comme ça, il faut un papier plutôt fin, du papier japonais, quoi. Et en discutant avec lui, il explique que dans sa recherche de globalité, son rêve, c'est de pouvoir faire ça avec un poisson pays, avec de l'encre prise sur le poisson et un papier pays. Et puis là, je lui demande, mais quel papier pays ? Et là, il nous donne le contact de Végétalitech. Et alors, on est allé de rencontre magique en rencontre magique, parce que donc Gilbert et Nicole Gauvin nous ont reçus à Saint-Philippe, là où effectivement, ils ont leur petit atelier, enfin leur grand atelier en fait. Ils font pousser des plantes. Alors, ils cherchent beaucoup à travailler sur les espèces envahissantes pour transformer, pour reprendre leur fibre végétale et en faire du papier. Et donc, ils sont dans une démarche qui ressemble beaucoup à la nôtre, avec mon compagnon dans l'association, qui est d'expérimenter, de comprendre ce qu'on fait et tâtonner pour arriver à un résultat qui nous paraît correct. Donc, alors eux, ils tâtonnent d'une façon incroyable. Ils font des fours, ils fabriquent des machines avec des tondeuses à gazon pour en faire des broyeuses de fibres, etc. C'est des installations incroyables et ils produisent des papiers qui sont 100% pays et qui sont pas mal. Il nous avait montré par exemple des objets de maroquinerie, donc des petits sacs, des portefeuilles, faits avec du papier très épais. Ça avait l'air assez solide, bien verni, ça pouvait même être sorti sous la pluie, je pense. Et voilà, donc c'était très sympa comme rencontre, complètement improbable. Et puis pareil, ils ont des anecdotes de canne à sucre, de jacinthe, enfin voilà, dans toutes leurs expérimentations, c'est très rigolo de discuter avec eux. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que dans ces pratiques que j'appelle contemporaines, est-ce que tu vois une filiation donc avec les pratiques que tu appelles marronnes ? Oui. Alors c'est pas des filiations de mémoire. Je pense que il y a effectivement une transmission qui se fait pas forcément bien sur la mémoire de ces choses-là. Enfin, il y a très peu de gens qui connaissent le salasien quand même, ce qui est dommage. Oui, c'est toujours mon chéri le salasien, c'est Mais en fait, tu nous as pas dit exactement ce que c'était finalement le salasien. C'est un journal ? Ouais. C'est un journal clandestin, tout à fait, qui était fait par les Francs créoles, donc qui était une société secrète de gens qui ont commencé à se politiser, à se poser la question de l'autogestion sur l'île. Alors d'être plus autonome de l'Hexagone. Et donc, ça a été un lieu d'école politique pour pas mal de ces Francs créoles. Et ça a été un journal clandestin qui, moi, ce qui m'amuse beaucoup, qui a eu une durée de vie pas très longue. Ils se sont fait saisir, alors tardivement, parce qu'en fait, tout le monde savait qu'ils existaient, tout le monde savait où ils étaient, sauf le gouverneur. Et voilà. Mais en fait, personne voulait vraiment le choper. Mais un jour, ils l'ont quand même fait parce que vraiment, il les narguait trop. Et là, ils ont continué de le publier avec ce que je racontais tout à l'heure, la presse en canne à sucre. Et donc, ils déplaçaient, quand on n'avait pas encore saisi leur presse, ils avaient tout un matériel typographique, donc c'est très lourd, c'est des grosses machines avec des plombs, etc. Et ils les déplaçaient dans des champs de canne, dans des caves. Donc voilà, je ne sais pas comment ils se démerdaient pour être discrets. Des imprimeurs nomades, quoi. C'est ça, mais en vrai, je pense qu'effectivement, il y a une partie des autorités qui fermaient les yeux sur leur activité, sinon c'est pas possible. Ouais. Et il y avait donc un des Francs créoles qui avait appris à fondre lui-même des caractères typographiques, ce qui est un travail de folie, c'est un travail de précision pour remplacer ces petits caractères qui perdaient. Donc j'imagine que un jour, on fera des fouilles archéologiques dans les champs de canne et on trouvera des caractères typographiques en se disant non mais comment c'est arrivé là ça? Voilà. Et puis c'était des idéaux que je trouve aussi tout à fait respectables, de dire nous on est là, vous pouvez pas faire sans nous consulter, quoi. Voilà. Donc
On revient à la question de la filiation et les pratiques marronnes. Donc tu disais qu'il y a un peu un décalage ou du mal en tout cas à faire une filiation, mais que ça continue dans ce côté un peu faire les choses par nous-mêmes et en marge, quoi. C'est ça, c'était pour ça que finalement c'était pertinent de revoir le plan du bouquin, non pas par ordre chronologique, mais plutôt par ces 3 axes. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des gens qui impriment pour Lille. Donc là, je prenais dans le bouquin, il y a l'exemple de Camille Touzet qui donc fait des tracts bizarres, très poétiques, qui distribue comme ça. Voilà, moi je suis tombée dessus en manif, un tract du parti pris. T'es là, tu fais ok. Et en fait, voilà, il a pas d'ambition au-delà de Lille, même au-delà des gens qui étaient là dans cette manif. Cette filiation, elle est là en fait. C'est dans les intentions. Pour qui et pourquoi on imprime, en fait. Et ça, c'est valable à La Réunion, mais c'est valable ailleurs. Moi, dans mon ambition secrète, j'aimerais que ça donne envie à des gens, parce que moi, je crois que j'aurais pas le courage, de faire le même travail sur leur territoire, en fait. Alors, ce serait super si il y avait, les imprimés populaires bretons. Je sais pas s'il y a un équivalent d'imprimés marron en Bretagne, je sais pas, enfin en breton. Mais ce serait super de découvrir toutes ces pratiques-là. Mais après, c'est vrai que le territoire réunionnais, c'est une île, c'est loin de l'Hexagone, etc. Donc c'est un territoire qui est particulier. Je ne sais pas si on pourrait vraiment le faire ailleurs, en fait. Peut-être, comme tu dis, là où il y a une identité peut-être plus forte, quoi, peut-être. Peut-être, oui. Mais ça me fait aussi penser à ces musées, comme tu parlais au début, de campagne où on voit un peu la vie traditionnelle à l'époque. Je pense que ça aurait sa place un peu aussi dans ce genre de musée, en fait. Tout à fait, oui. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode et comme on disait, on aurait pu faire un 2e épisode parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, notamment l'origine du cri du Margouillat avec des auteurs comme Thème et Apollo, Mon Dieu. les mythographies de Antoine Roussin, enfin plein de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est dans ton livre et il me semble qu'il va être disponible gratuitement en PDF, hors des circuits classiques, fidèle à l'esprit de tout ce qu'on a parlé, documenté, etc. Alors, Delphine, où est-ce qu'on peut télécharger ton livre ? Alors, ce sera, et ça doit l'être déjà au moment où ce podcast sera en ligne, sur le site imprimépopulaire.fr. Donc, imprimé populaire, ce que sans accent. Et donc, vous trouverez sur le site sans problème. Ok, on va repartager tout ça dans les descriptions du podcast. Et pour finir, on aime bien poser ces questions à tous nos invités. Donc, quel Réunionnais ou Réunionnaise devrions-nous tous connaître ? Alors, mon père, évidemment. J'ai une grande vénération pour mon père, qui est l'homme le plus gentil de la Terre. Mais bon, maintenant que je lui ai rendu hommage, on va répondre sérieusement. Sérieusement, mais toujours avec un pas de côté, désolé, mais pour moi, ça va pas être une personne, ça va être la BDR, ça va être un lieu, voilà. Parce que finalement, c'est un lieu où j'ai fait des rencontres. Et voilà, je pense que vraiment, il n'y a pas assez de gens à la BDR. Moi, j'hallucine de voir que c'est pas plein à ras-bord, ce lieu. Bon, si tu avais une référence littéraire, musicale, quoi que ce soit à nous partager. Alors, c'est le moment où je vais pouvoir parler un peu BD parce que, mine de rien, c'est aussi un de mes trucs. Et donc, il y a beaucoup de bonnes BD réunionnaises. Donc, le choix était difficile. Ça va être Piment Oiseau de TM, qui est sans doute mon plus gros coup de cœur parce que, bon, la thématique historique est cool, mais il y a aussi cette question de la légitimité, cette question de l'identité qui, moi, me traverse tout le temps et qui est dedans. Donc, c'est mon coup de cœur, Piment Oiseau. Super référence. Une expression créole que t'aimes et que t'aimerais nous partager. Alors, comme j'écoute votre podcast, je sais que souvent c'est des proverbes. Moi, j'ai pas trop de proverbes qui ont circulé dans ma famille. Alors, je vais dire plutôt l'expression bas de carré. Alors, c'est pas pour faire lèche-botte du tout. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Je pense que j'ai commencé à vous écouter parce que j'ai bas de carré. Voilà. Mais c'est moi j'aime bien quand le créole utilise vraiment des images en fait, cette langue poésie, ça fait vraiment partie du génie de la langue et je crois que la première fois que j'ai remarqué cette caractéristique du créole, c'est un soir où ma tante nous a proposé d'aller nous balader en créole et du coup j'étais là je me baladais déjà dans ma tête en fait j'étais enfant mais
Et donc voilà, c'est pour ça que ça reste une expression de mon cœur. Trop bien. On est 100% alignés, je pense. Et un conseil que tu donnerais à la jeune Delphine ? Alors, avoir moins peur de pas être légitime et de pas être à sa place. Alors, je pense que la jeune Delphine, elle me répondrait facile à dire, parce que je pense qu'elle essaye déjà de le faire. Mais je pense que ça fait toujours du bien de l'entendre, notamment d'une Delphine plus vieille, quoi. Voilà. Ok. Trop bien. Eh ben, écoute, merci infiniment Delphine pour ta générosité et ce beau partage. Où est-ce qu'on peut te suivre pour découvrir tes actualités, tes futurs projets ? Alors, tout se fera principalement sur le compte des Amis de l'Imprimé Populaire. Donc, on est sur Facebook, plus sur Instagram, et on a donc ce site imprimépopulaire.fr. On fait régulièrement des publications, puis des fois, on arrive à faire des vidéos YouTube où on fait des petits tutos, des petites présentations. Voilà. Super, ben merci à toi et merci à nos éditeurs d'avoir été là. Merci. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?